une option redoutée notamment par les milieux économiques. Thomas Johnson, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour prolonger votre film. Alors, on a le sentiment, quand on l'a vu, que c'était pas facile de provoquer une discussion sur le Brexit dans votre famille. C'est vraiment un sujet épineux que vous leur avez proposé d'évoquer. C'était très compliqué. Ils préfèrent ne pas en parler, surtout aux heures de repas d'ailleurs. Donc le truc, c'est on n'en parle pas, et peut-être même pas avant le repas, et peut-être pas trop après non plus. Car ils essaient d'éviter de s'engueuler, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui déchire non seulement les familles, mais aussi toute la société britannique, effectivement. Quand votre cousin John vous dit que c'était à refaire, puisqu'il a voté pour le Brexit, il ne voterait sans doute pas pour le Brexit. Vous avez l'impression que c'est ce que pensent de plus en plus de Britanniques ? J'ai l'impression qu'il y a un courant en ce moment de gens qui commencent à se rendre compte de la tromperie dans laquelle ils ont été emportés. La grosse arnaque qu'était ce Brexit. Et ils se rendent compte petit à petit de cette histoire qui n'est pas ce pourquoi ils ont voté. Notamment mon cousin John, comme vous dites, il se rend compte aujourd'hui qu'il a voté pour des gens qui défendaient une société libérale, très, très libérale. Alors qu'eux-mêmes, ils sont victimes de cette société libérale. Et on a vu effectivement pétitions et manifestations qui emportent beaucoup d'adhésions, avec des chiffres importants. Effectivement, il y avait 1 million de manifestants l'autre jour. Oui, ça c'est tout le paradoxe du Brexit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grandes manifestations à Londres, et à Londres principalement, auxquelles j'ai assisté, qui sont incroyablement pro-européens. Comme on voit peu de manifestations comme cela en France, ou pas du tout, jamais. Avec de l'humour, avec de l'inventivité, avec de la bonne humeur, ils reprennent les idéaux européens à leur compte et ils sont en train de les défendre. Et on aimerait bien avoir le même type de défense de ces valeurs européennes chez nous d'ailleurs. Philippe Turle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international pour France 24. À votre connaissance, les familles comme ça déchirées par le Brexit, il y en a beaucoup aussi. J'en ai rencontré pas mal. Je dirais que je viens de Canterbury, qui est dans le sud-est de la Grande-Bretagne, pas loin de Douvres, qui est le port en face de Calais. La plupart des personnes qui vivent dans ce comté de Kent ont voté pour le départ. J'ai des amis qui vivent à Canterbury qui ont voté pour rester. Et chacun est content d'en parler, mais tout seul. Mais ils évitent de parler quand ils sont face à ceux qui ont voté contre ce qu'eux, ils souhaitent. Et il y a une situation, mais des plus loufoques que j'ai rencontrées dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne lors d'un déplacement à Noël de l'année dernière. Je suis allé voir des agriculteurs et je leur ai dit, mais vous avez voté quoi ? Ils ont dit, on a voté pour partir, mais quand même, on profite de la PAC. Et avec l'argent que l'Union européenne nous a envoyé, on a fait construire un grange où on met nos moutons. Et je dis, mais quand même, si vous quittez l'Union européenne, vous n'aurez plus cet argent. Oui, mais bon, on s'en va parce que nous n'aimons pas Bruxelles, nous n'aimons pas les règles qui nous imposent, nous avons envie d'être libres. Nous voulons retrouver la grandeur de notre pays pour pouvoir nous gérer nous-mêmes. Et de toute manière, le gouvernement va nous donner l'argent que Bruxelles nous donnait autrefois. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas vrai. Et donc, ces personnes-là risquent, le jour où le Brexit arrive, ils voient de quoi il s'agit, d'être déçus. Sophie Faye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service économie du magazine l'Obs. On a du mal, honnêtement, et c'est effectivement votre article aussi qui l'a révélé, mais on a du mal à imaginer de la France le traumatisme que vivent les Anglais à cause de ce Brexit. Ce qui m'a surpris, c'est l'énorme souffrance des gens qu'on rencontre. C'est particulièrement fort et visible chez ceux qui voulaient rester. Et quand vous commencez à parler à ces personnes, en fait, très vite, les larmes montent. Et elles retiennent un sanglot et elles se reprennent, évidemment. Mais on sent une souffrance très forte, comme si elles faisaient le deuil de leur pays, en tout cas de l'image qu'elles se faisaient de leur pays. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de personnes ont besoin d'un soutien psychologique. Il y a même une psychologue britannique qui a organisé un réseau de soutien pour aider à la fois les Européens qui vivent en Grande-Bretagne et qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont devenir une fois la sortie réalisée. Oui. Et pour soutenir aussi les conjoints de ces Européens, mais aussi les Britanniques qui sont un petit peu perdus. Et alors, justement, parmi les Britanniques, c'est qui les plus touchés ?
Les plus touchés, ceux qui l'expriment le plus, avec le plus de sensibilité et qui ont l'air le plus bouleversés, ce sont les Remainers, ceux qui voulaient rester. Oui. Mais on trouve aussi cette souffrance chez les Brexiteurs, puisque eux, les Remainers, ils imaginaient leur pays comme un pays ouvert, très accueillant, et tout à coup, ils se retrouvent dans un pays qu'ils découvrent parfois un peu xénophobe, très nationaliste, très replié sur lui-même, qui vit sur des rêves du passé, qui vit sur le rêve de l'Empire britannique. Mais les Brexiteurs, eux, ils ont rêvé leur sortie. Ils ont pensé qu'ils allaient sortir et que du jour au lendemain, ou du jour où ils seraient sortis, le pays allait se réindustrialiser, qu'ils allaient passer des accords commerciaux avec la Chine. Et ils ont l'impression de s'être fait un peu avoir, et ils se rendent compte que personne ne peut leur apporter ce qu'on leur avait promis pendant la campagne, et ils sont aussi déçus. Et les jeunes, ils le vivent comment? Parce que finalement, c'est leur avenir à eux, tout ça. Alors, il y a vraiment une fracture générationnelle, parce que les jeunes, qui malheureusement pour eux aujourd'hui et pour nous tous, ne sont pas allés voter le jour du Brexit, ou pas suffisamment, eux auraient envie de rester. Puis c'est aussi eux qui sont dans cette construction de leur avenir et qui ont les plus fortes angoisses. Et il y a une des psychologues que j'ai rencontrée à Bedford dit que c'est ces jeunes qu'elle a vu arriver en masse en début d'année avec beaucoup de questions sur leur avenir et avec ce besoin d'être rassurés par l'État qui, d'une certaine manière, le gouvernement qui peut jouer un rôle de parent quand il vous apporte l'infrastructure, le contexte rassurant, et qui là, ils se retrouvent face à... C'est comme si ils étaient dans un gouvernement qui divorce, un parlement, personne n'arrive à se mettre d'accord. Ils n'ont aucun moyen de se rassurer, quoi. Patrick Martin-Genier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste des questions européennes et internationales. La violence de ces conflits, ça dépasse le cadre familial, il s'attaque aussi aux politiques. Il y a eu des politiques agressées, carrément. C'est ça qui était extraordinaire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le flegme britannique. Celui-ci est en train de prendre un sacré coup, car il y a véritablement un climat de violence politique. Aujourd'hui, jamais on n'aurait osé menacer un parlementaire si la démocratie britannique est en cause. Et aujourd'hui, plusieurs dizaines de parlementaires ont reçu des menaces de mort par Internet. Et même certaines parlementaires qui sont partisans de rester dans l'Union européenne, se sont fait molester verbalement, presque physiquement. Et récemment encore, M. Grieve, qui est un partisan de rester dans l'Union européenne, s'est fait interpeller à la sortie du Parlement, à tel point aujourd'hui que les parlementaires demandent une protection policière, car on est dans un système de violence qui peut dégénérer, parce que aujourd'hui, vous citiez tous les gens qui veulent rester, la pétition, plus de 5 millions de personnes, mais également des gens qui veulent absolument sortir, et de façon violente, en disant nous ne voulons pas être trahis par les parlementaires, et par conséquent, effectivement, ça crée ce système en quelque sorte de violence qui est tout à fait nouveau dans le système parlementaire britannique, en tout cas dans la Grande-Bretagne contemporaine. Et qui est un véritable cri de colère, c'est quoi? Oui, c'est un cri de colère, parce que beaucoup de ces gens-là, qui sont très bruyants politiquement et qui sont remontés par les partis tels que l'UKIP, ceux qui veulent sortir, ont le sentiment d'avoir été trahis par une classe politique qui ne respecte pas le résultat du référendum. Le référendum a quand même dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne, on l'a vu dans votre reportage, et aujourd'hui, le sentiment, c'est que la classe politique britannique, et en tout cas les parlementaires, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour une sortie, alors que ce qui est proposé par la Première ministre Theresa May, c'est tout de même une sortie de l'Union douanière, une sortie de l'Union européenne, mais personne n'en veut pour des raisons ou pour une autre raison, c'est-à-dire certains estiment que ça ne va pas assez loin, d'autres qu'on reste en fait dans l'Union européenne, mais au final, on n'arrive pas à sortir, et c'est pour ça que ces Britanniques se sentent trahis, notamment les gens qui ont souffert du chômage et qui considèrent à tort ou à raison qu'ils seront mieux à l'extérieur et qu'ils pourront en effet, comme vous l'avez dit, conclure des accords commerciaux avec la Chine, les États-Unis ou d'autres pays. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Deux incidents qui m'ont marqué. D'abord, il y avait un meurtre d'un député, Joe Cox, juste avant le référendum de 2016, qui était une députée du Parti travailliste qui était assassinée dans le nord de l'Angleterre. Pour lequel on avait suspendu effectivement la campagne. Voilà, pendant la période. Et on a vu, il n'y a pas si longtemps que cela, une députée qui s'appelle Anna Soubry, qui a depuis quitté le Parti conservateur, qui était menacée dans la rue. On l'a traitée de nazie parce qu'elle est pour Remain, pour rester dans l'Union européenne. Moi, de mémoire de Britannique, quand j'ai grandi, moi, je n'ai jamais connu ce genre de phénomène dans le pays. Et je pense que le fait que cette campagne était basée une large partie sur l'immigration, sur il faut mettre les Européens, les Roumains, les Polonais, les Français dehors parce qu'on va reprendre en main notre pays, ça
quelque part donner de la voix à des personnes qui autrefois n'auraient jamais parlé, n'auraient jamais pris ce devant, en disant bah voilà, maintenant on a le droit de faire ce que nous voulons faire. Et qui sont violentes. violentes. L'un de mes amis en Grande-Bretagne m'avait raconté l'histoire sidérante où à côté de chez lui, il y avait des Polonais qui vivaient depuis longtemps. Et leurs voisins, le lendemain du référendum, qui les connaissaient bien depuis des années, disaient bon, enfin, on va pouvoir se débarrasser de vous, il est bien temps. Oui, ça a libéré la parole et la violence. Voilà. Oui. Et la colère, c'est-à-dire que ce qui réunit aujourd'hui les Brexiteurs ou même les Remainers, c'est cette colère. Tout le monde est en colère. Il y a une nation qui est aujourd'hui en colère. Et effectivement, cette montée de la xénophobie, de l'expression, il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte, et une libération de la parole qui est très, très inquiétante. Et la dernière manifestation pro-Brexiteur a été clairement anti-islam, avec des gens qui étaient prêts à dire qu'il fallait... Et qui le disaient, Et qui qui le le montraient. disaient, et qui le disent, et qui le montrent. Farage a quitté le UKIP. Depuis que Farage a quitté le UKIP, Farage n'était pas un saint, c'était quand même quelqu'un d'assez très à droite. Mais le UKIP est devenu encore plus à droite, et là, c'est ouvert. Donc la situation est très dangereuse. Dans votre documentaire, on refait aussi de l'histoire, et on voit bien que c'est le Premier ministre Winston Churchill qui, en septembre 1946, invitait les pays européens à constituer ces États-Unis d'Europe. Il a fallu attendre 1973 pour que le Royaume-Uni rejoigne la communauté économique européenne. Ensuite, ils ont refusé d'entériner le principe de libre circulation dans l'espace Schengen, puis pas de passage à l'euro. Finalement, quand même, est-ce que ce Royaume-Uni et l'Europe, c'était pas d'emblée un divorce? Est-ce que c'était vraiment un mariage, cette affaire? Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et ce qui est amusant quand on va à Londres en ce moment, c'est que j'ai jamais autant entendu citer De Gaulle. On entend plus parler de Gaulle et de sa conférence de presse de 63 où il disait « ce sera toujours une île, ne laissez pas rentrer », où il a mis son veto à l'entrée dans l'Europe des 6 à l'époque. On l'entend plus, d'ailleurs on le voit, on l'a vu dans le film, on l'entend plus à Londres qu'on en parlerait en France. Donc c'est assez surprenant. Quand on parle aussi à certains Britanniques, j'ai interviewé Rory Stewart, qui est le ministre des prisons de Theresa May, qui sort un livre de ballades dans le nord de l'Angleterre qui s'appelle Les Marches, un très beau livre. Et quand il se met à parler de l'identité britannique, et de cette identité britannique qu'il parle dans son livre, c'est absolument étonnant. Il n'y a aucune référence à une grande capitale européenne. Donc, il parle de quel pourcentage de sang irlandais, quel pourcentage de sang viking, et comment on est écossais, à partir de quelles circonstances on est écossais ou pas, mais il parle absolument pas de l'Europe. Mais à contrario, si vous lisez le dernier roman de William Boyd, il ne parle que d'Europe. Son personnage est partout dans les capitales européennes. Donc, on sent partout cette division. Il y a la moitié du pays qui se sent européen et la moitié du pays pour qui l'Europe, c'est autre chose. Politiquement, quand même, les relations ont toujours été compliquées. Oui, tout à fait. Et ça n'a jamais été un mariage d'amour, l'intégration du Royaume-Uni dans le marché commun d'abord et puis l'Union européenne après. Et en réalité, ils ont toujours voulu détruire de l'intérieur cette Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours considéré qu'il fallait avoir une zone de libre-échange économique. Il n'y a que l'aspect économique et financier qui les ont toujours intéressés dans l'Union européenne, à tel point d'ailleurs, je ne sais pas, mais rappelez-vous, lorsque David Cameron est arrivé comme Premier ministre, son premier voyage, il l'a fait en Turquie et en disant qu'il fallait faire cette zone de libre-échange et qu'il fallait naturellement intégrer la Turquie. Ils n'ont jamais voulu d'union politique, ils n'ont jamais voulu de politique communautaire intégrée et c'est ce qui a donné effectivement, lorsque Margaret Thatcher était là, I want my money back, je veux récupérer mon argent. Ils n'ont jamais compris ce qu'était en réalité le mécanisme de solidarité européenne. Donc ils sont arrivés en essayant toujours de renégocier leur place dans l'Union européenne. Ils ne se sont jamais sentis à l'aise dans l'Union, la communauté européenne et l'Union européenne. Et en réalité, les germes du divorce étaient déjà là bien avant. Oui, allez-y. Non, il y a cette idée du Commonwealth et de l'Empire qui est très très présent et qui reste présent quand même et utilisé par les Brexiteurs, par les idéologues du Brexit pour mener leur campagne et séduire le plus de monde possible. Mais c'est resté l'idée de Singapour sur Tamise, c'est une vue de l'esprit peut-être, mais ils y croient. Ils croient qu'ils vont pouvoir construire un nouveau monde libéral, libre entreprise totale, sans aucun contrôle, avec des flux financiers à n'en plus finir et avec des paradis fiscaux qu'ils contrôlent évidemment. Donc il y a cette espèce de rêve qui continue à habiter et ils considèrent que l'Europe a mis des entraves pour qu'ils puissent le réaliser. Cette nostalgie de l'Empire britannique, ça a joué? Je vais vous donner un exemple. Il y a une émission que personne ne connaît en France qui passe à la télévision britannique.
qui est un feuilleton qui a été fait dans les années 60 et 70. C'est un des seuls de l'époque qui passe toujours de façon régulière, qui s'appelle Dad's Army, on va dire l'armée de papa. Et c'est l'histoire d'une ville, station balnéaire dans le Kent, où les vieux du village viennent au cas où les Allemands viendront pour protéger leur ville. Et quand vous voyez la mentalité de voilà, on est là pour défendre le pays, on est seul face au monde, on est seul face à Hitler, on est seul face au danger, c'est un peu cette mentalité qui règne toujours aujourd'hui. L'Europe nous doit quelque chose, c'est nous qui avons gagné la guerre, on n'a jamais été occupés, on a eu le plus grand empire du monde, on est à l'origine de la démocratie. Donc tous ces éléments restent figés dans le souvenir, dans le mémoire, dans la culture britannique. Et malheureusement, pour beaucoup de journaux, c'est un fonds de commerce pour vendre du papier, pour dire « rappelez-vous ce que nous avons eu, on est un peuple à part ». C'était très bien expliqué dans le documentaire. On a une certaine supériorité par rapport aux Européens. Et donc, cette mentalité reste intacte aujourd'hui. C'est quelque chose qui est pratiquement infranchissable. Et donc, quand au début, je me souviens, en 1973, quand on est rentré dans l'Union européenne, il y avait une effervescence, une envie d'aller dans cette nouvelle direction. Mais comme on voyait à la une de la presse de l'époque, c'était « on est ouvert, we are open for business ». C'est justement ça, c'est pour les affaires, c'est pas pour le reste. On veut faire des affaires, mais on ne veut pas faire partie de cet ensemble, parce qu'on est au-dessus. Et cette position a été orchestrée, utilisée pendant des années, et c'est à cause de cela que je pense qu'on se trouve dans la situation actuelle. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je me rappelle d'une anecdote que ma chère mère me raconte, qu'on a vu dans le documentaire, qui me disait quand elle était petite, en 1938, 30, 40, et qu'elle ne voulait pas manger sa soupe, on lui disait « pense aux pauvres petits Européens ». D'accord, effectivement. Pour continuer ce débat, on va revoir un extrait du documentaire. Ce sont les propos tenus par Steve Bannon, l'ancien directeur de la campagne de Donald Trump, un homme d'affaires, dirigeant des médias, nationaliste convaincu, farouchement opposé à l'Union européenne et à ses valeurs. Écoutez. The beating heart of the globalist project is in Brussels. If I drive the stake through the vampire, the whole thing will start to dissipate. We'll call it the movement or the cause or something like that. Everything converges on May of 2019, and that's literally when we take over the EU. It's going to overwhelm the news cycle. Varsovie, Athènes, Berlin, Budapest, Stockholm, Rome, Oslo, Paris, dans toute l'Europe, les mouvements nationalistes gagnent du terrain. Il ne faut pas sous-estimer la façon dont Steve Bannon et d'autres tentent de s'organiser pour briser l'Union européenne. C'est un jeu idéologique très bien élaboré contre l'Europe. Si nous ne traitons pas le terrain sur lequel ils sont capables de prospérer, si nous n'y parvenons pas, nous allons faire face à de très gros problèmes dans les temps à venir. Patrick Martin-Jeunier, les élections européennes vont se dérouler selon les pays du 23 au 26 mai. Est-ce que l'Europe est en danger ? Je crois que c'est la première fois depuis la constitution de la Communauté économique européenne en 1957, qui a été réformée d'ailleurs, que l'Europe est véritablement en danger. Pourquoi est-elle en danger? Même si elle a connu des crises successives, on a toujours réussi à trouver des solutions. Il y avait des accords politiques, on était entre chefs d'État et de gouvernement raisonnables. J'allais dire même Margaret Thatcher, on a fini par trouver une solution. C'est d'ailleurs pour ça que Jacques Delors est devenu président de la Commission européenne et en contrepartie, elle a obtenu son chèque. Mais aujourd'hui, là où on est en danger, en effet, c'est qu'on assiste à une montée de partis politiques nationalistes, populistes, mais également racistes, antisémites, qui vont pouvoir considérablement progresser. Et on estime aujourd'hui que ces partis politiques sont en situation d'obtenir entre 150 et 200 sièges, même si heureusement ce n'est pas la majorité. Et donc ils vont avoir une capacité de nuisance très importante. Car lorsque ces partis nous disent, et c'est un peu le message de Steve Bannon, on est en train de nous dire on veut une autre Europe. En réalité, ils ne veulent pas une autre Europe. C'est tout à fait le message de M. Bannon. C'est on veut détruire l'Union européenne parce qu'on ne veut plus de ce modèle politique. Et comme le disait M. Bannon, on va pouvoir
faire des accords commerciaux avec l'Union européenne. Donc c'est effectivement, l'Europe est en danger. Il faut savoir que le Parlement européen, qui vote quand même des directives, des règlements, la loi européenne, eh bien, va être extrêmement morcelé. Ce sera extrêmement difficile de pouvoir continuer à légiférer en toute sérénité dans ce Parlement après les élections. Il y a un paradoxe en ce moment qui est assez compliqué et qui doit être dans la tête de tous les dirigeants européens et qui sera dans leur tête au moment où ils auront à décider s'ils étendent l'article 50 ou pas. Vous savez que maintenant, si les Britanniques veulent qu'on l'étende, cet article 50, pour qu'ils aient plus de temps pour préparer leur Brexit, il faudra qu'ils organisent des élections européennes. S'ils organisent des élections européennes, le risque très fort qu'on a avec les déçus du Brexit, c'est qu'ils envoient un groupe assez important de députés anti-européens au Parlement, les députés UKIP. Or, comme les députés britanniques qui formaient un gros groupe d'eurosceptiques vont quitter le Parlement, c'est ça qui fait qu'on aura un Parlement européen après les élections qui pourra être un peu moins influencé par ces partis anti-européens. Mais si jamais il y avait une élection britannique, qu'est-ce qui se passerait? Et donc là, on est vraiment à un moment charnière pour l'Europe. Mais on peut se dire en même temps que, effectivement, les partisans du Brexit souhaitaient que ça fasse un peu boule de neige, mais qu'en même temps, même si effectivement il y a une montée d'un certain mouvement, est-ce que ça soude pas quand même un petit peu les autres partis européens, cette histoire? Tout à fait. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que l'Union européenne était extrêmement solidaire, soudée face à ce phénomène. Et alors que certains partis sont des partis dits populistes, par exemple M. Orban ou ailleurs, M. Mazowiecki en Pologne, effectivement, ou même M. Salvini en Italie, enfin le président du Conseil c'est M. Conte, mais on entend surtout M. Salvini, ce sont des gens qui aujourd'hui ont une rhétorique anti-européenne, anti-immigration, anti-Commission européenne, mais qui ne veulent pas pour autant sortir de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent au final qu'il y a beaucoup d'avantages à rester dans l'Union européenne, même s'ils ont un langage anti-européen. Donc, et on voit toute la difficulté. Et aussi, pourquoi? Parce que, eh bien, on voit que la politique de solidarité, les subventions, la cohésion territoriale, Erasmus, tout ça, ce sont des politiques de l'Union européenne et qu'on n'est pas prêt à sacrifier en partant de l'Union européenne. On en a parlé, effectivement, les dirigeants de la campagne pro-Brexit, vous l'avez bien expliqué dans votre documentaire, ont fabriqué un mensonge, qui était de dire qu'en quittant l'Union, le pays pourrait économiser 350 millions de livres par semaine et les affecter à la sécurité sociale. Ça a été diffusé de manière tout à fait industrielle sur les réseaux sociaux. C'est quand même la première fois, enfin je crois, dans l'histoire que les réseaux sociaux et l'utilisation de ces données personnelles ont perturbé quand même un scrutin. Est-ce que vos compatriotes, l'un et l'autre, mais encore plus à vous, ont réalisé que ces arguments étaient faux et quand? Ça dépend avec qui vous parlez, évidemment. Parce qu'il y en a certains qui veulent tellement croire ce qu'on leur dit, et ils se disent de toute manière, on arrivera. On peut raconter n'importe quoi, on sera nécessairement mieux en dehors de l'Union européenne. Pour la simple raison, on peut commercer avec qui on voudrait dans le monde. Le problème, c'est que si vous prenez les pays industrialisés qui sont au même niveau que la Grande-Bretagne, sur les 180 pays dans le monde, il n'y en a que 35 qui sont à peu près industrialisés au même niveau de la Grande-Bretagne, dont 27 dans l'Europe. Donc il n'y en a aucun en Afrique, il y en a 2 ou 3 en Asie, il n'y en a aucun en Amérique latine, il y a les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Avec qui est-ce qu'on va commercer si on quitte l'Union européenne? Parce que qu'est-ce qu'on fabrique en Grande-Bretagne? On fabrique des voitures, on fabrique des services financiers, on est un pays d'assemblage. On ne peut pas commercer avec l'Afrique parce qu'ils veulent des téléphones portables pas chers, ils veulent de la bouffe pas chère, ils veulent des vêtements pas chers. On ne fabrique pas ça. Donc, si on a un accord commercial avec la Corée du Sud ou avec le Japon, il faut envoyer la marchandise là-bas, ça coûte très cher pour envoyer. Donc, c'est une situation, c'est une leurre en disant on va évidemment être mieux en dehors de l'Union européenne, alors qu'avec l'Union européenne, on a quand même un énorme marché déjà. Donc, si on érige des frontières et on a des tarifs, si on part sans deal, ça serait de toute manière catastrophique pour l'industrie britannique. Mais vous pouvez en parler toute la journée avec des pro-Brexit, ils ne veulent pas comprendre, ils vont dire de toute manière, on sera plus fort. Et juste pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de Britanniques qui vivent en Espagne, qui profitent de l'Union européenne pour le remboursement de leurs frais médicaux et autres, pour leur pension à la fin du mois, qui sont versés directement sur leur compte bancaire. Tout ça, ça risque de changer après. Et on leur dit, mais comment vous allez faire
Vous avez voté en faveur du Brexit, vous êtes installé en Espagne. Oh, ben c'est pas grave, on est britannique, on a un passeport britannique, ça ne changera pas, de toute manière, on va survivre. C'est ça, c'est buté, c'est aveuglé par l'idée que de toute manière, puisqu'on est britannique, on n'a rien à craindre. Juste sur ces 350 millions, c'est quand même étonnant parce que vous le montrez. On leur a expliqué que c'était faux. Ils ont juste changé la fiche en mettant non pas 350 millions par semaine, mais 50 par jour. C'est quand même hallucinant. Et ça, personne ne. Non, ça n'a pas changé la donne, ça n'a rien fait. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de fake news, tellement de mensonges, tellement de fausses informations que plus personne ne sait quoi croire. C'est-à-dire que les gens sont perdus. Et ils discutent, donc ils ont des certitudes et ils préfèrent rester sur leurs certitudes plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc on est devant une population qui a perdu le sens de la réalité. Et ça c'est très grave et ça se voit aussi au Parlement. C'est-à-dire que même le Parlement, la façon dont ils sont en train de gérer en ce moment la sortie du Brexit, on a l'impression qu'ils sont enfermés dans une bulle complètement hors territoire, hors sol. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, est-ce que vous avez entendu des Britanniques se rendre compte qu'on leur avait menti et que donc peut-être leur vote avait été influencé par des mensonges? Mon cousin s'en rend compte, d'autres s'en rendent compte, évidemment qu'ils s'en rendent compte. Mais après ils vont dire, mais de côté aussi ils mentent. Donc plus personne, et ça c'est un des grands problèmes des fake news, c'est un des grands problèmes des réseaux sociaux, c'est d'arriver à miner les fondements même de la démocratie. L'autre problème, c'est que le discours positif sur l'Europe, comme lieu de démocratie, qui défend les droits humanistes, de solidarité, de paix, qui s'est construit après-guerre, ça n'a jamais été mis en avant en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et ça pose un problème. C'est-à-dire que du coup, enfin, moi je me suis retrouvé en face de mon cousin John, et j'en avais les larmes aux yeux. C'est-à-dire que je voyais, j'avais l'impression d'entendre le spectre des spectres de 1930, 40, 45, et ce racisme qui ressort, et cet oubli total, cette amnésie de ce qu'était l'Europe et de ce qu'est l'Europe. Oui, il y a une grande violence, un grand mensonge. Je regardais récemment à la télévision britannique un employé, paradoxalement, vous voyez, ce sont les employés dans les régions en crise qui ont voté aussi pour le Brexit. Et ils se sont aperçus aujourd'hui qu'on les avait trahis, qu'on leur avait menti, parce que des entreprises comme Honda vont licencier des milliers de personnes. Et il y a aujourd'hui des familles entières qui ne pourront plus payer leur loyer, rembourser leurs échéances de dette, ni même payer des études à leurs enfants. Donc c'est grave aujourd'hui parce qu'ils s'aperçoivent effectivement qu'on leur a menti. Sur ces 350 millions, c'était assez subtil. C'est-à-dire on paye 350 millions de livres par semaine à l'Union européenne, sous-entendu, vous allez récupérer cet argent. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Et l'autre campagne mensongère, ça a été contre les immigrés, parce qu'on a dit que les immigrés prenaient la place du personnel britannique dans le service national de santé, dont on sait qu'il est dans une situation catastrophique. Donc ça a été mensonge sur mensonge, avec des fake news. Et par conséquent, aujourd'hui, les Britanniques s'aperçoivent malheureusement qu'ils en payent le prix. Il y a une chose qui est assez importante, on a évoqué, c'est qu'il y a quand même une colère grandissante parmi tous les gens en Grande-Bretagne, ceux qui ont voté pour partir et ceux qui ont voté pour rester, parce qu'ils voient que la situation n'avance pas, que c'est un brouhaha dans le Parlement britannique, que personne n'est d'accord sur rien, que la date butoir du 29 mars n'a pas été respectée. On ne sait pas trop où ça va, si on va avoir un no deal, une prolongation, un Brexit soft, de nouveau référendum, des élections anticipées. Et il y a une colère qui gronde. Il y a une colère qui monte et je pense que les politiques britanniques feraient bien de regarder de l'autre côté de la Manche ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, parce que je pense que les Gilets jaunes en Grande-Bretagne, il y a déjà un Yellow Vest Movement, comme on l'appelle là-bas, mais qui est tout petit, mais qui pourrait éventuellement exploser quand les gens, comme disait très bien Tony Blair dans le documentaire, le jour où les gens se rendent compte que ce qu'on leur a vendu, c'était un tissu de mensonges et le contraire de ce qu'ils pensaient qu'ils allaient obtenir, là, ça va mal se passer. Parce que ceux qui ont voté, a priori, pour le Brexit, qui travaillent dans les usines dans le nord de l'Angleterre, dans les zones ruraux, etc., ils se rendent compte que les usines ferment, que l'argent n'y est plus, que les fermes font faillite, là, ils vont commencer à râler. Et à ce moment-là, je n'aimerais pas être dirigeants de ce pays pour essayer de régler ce problème. Parce que là, ils ont ouvert une boîte à Pandore et ce serait extrêmement difficile pour le fermer. On ne sait pas, enfin, je ne sais pas si vous êtes devin, mais ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais qu'est-ce qui va advenir
et des Français en Angleterre et des Anglais en France ou dans d'autres pays? Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Il y a deux scénarios. Il y en a un où c'est assez clair, c'est celui où Madame May parvient à faire voter son accord par le Parlement, auquel cas on sait que pendant une période de transition, ça ne changera rien pour ses citoyens de part et d'autre, et que pendant ce temps-là, on va trouver un accord au niveau européen pour essayer de maintenir les droits pendant un certain temps. Et ce qui a été convenu dans cet accord de transition, c'est que pour tous les gens qui auront résidé 5 ans dans les pays, leurs droits seront maintenus, ils pourront avoir le statut de résident permanent. Donc dans ce cas-là, on aurait une solution assez claire. Ce qu'on ne sait pas, c'est si jamais il y a une sortie sans accord, auquel cas, là, c'est ce qui est envisageable. C'est le flou total. La seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'il ne faut pas trop avoir peur, parce qu'on voit bien qu'il y a une détermination très forte des gouvernements, en tout cas quand on en parle au gouvernement allemand, ils sont très clairs là-dessus, le gouvernement français aussi, de trouver une solution pour que la vie des gens soit le moins perturbée possible, et on ne va pas laisser les gens sans soins, on ne va pas laisser les gens... Mais pour eux, c'est une souffrance. En fait, ceux que j'ai rencontrés au Royaume-Uni, c'est une souffrance terrible de ne pas savoir. Et c'est une souffrance terrible qu'on leur dise, qu'on leur répète en permanence, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous expulser, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser sans soins. Ils veulent pouvoir construire, ils veulent pouvoir savoir où ils vont et où ils iront demain, ils veulent se sentir acceptés comme ils l'étaient avant. Il faut voir que ces gens, ces Polonais, ces Français, ces profs d'université du monde entier qui sont venus travailler en Angleterre, ils étaient recherchés, ils étaient accueillis, ils étaient bienvenus, ils étaient désirés. Et tout à coup, on leur envoie exactement le sentiment inverse, et parfois avec des propos... Le message inverse. Le message inverse, avec des propos parfois un peu racistes. Oui. Éric Albert, avec qui j'ai réalisé le film, qui est français, correspondant du Monde, qui vit à Londres depuis 15 ans. Et là, il vient de prendre sa nationalité britannique. Il est en train de... ça a été accepté. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour pouvoir rester, pour être sûr, pour pouvoir asseoir une durabilité dans sa situation, mais aussi pour ne pas avoir à choisir. C'est-à-dire, il dit, je suis européen, parce que tout le problème de ce Brexit, c'est tout d'un coup, tous les gens qui se sentent européens se sentent orphelins de quelque chose. Et pour rester européen, et comme Éric Albert, il faut devenir anglais, ou un anglais doit devenir français, ou alors on doit en devenir irlandais. Donc il y a plein de gens qui sont en train de nationaliser pour pouvoir rester européens. Et beaucoup de Britanniques, je connais ici, sont en train de demander la nationalité française, ou au moins une carte de séjour française. Et il y en a certains qui ont un parent, un membre de leur famille éloigné qui a des origines irlandaises, et donc ils demandent la nationalité irlandaise pour pouvoir avoir accès toujours à l'Union européenne. Vous savez que les Français aiment beaucoup aller en Angleterre et notamment à Londres. Comment ça se passera quand on veut partir soit pour un séjour, soit pour une semaine, pour 6 mois, ou en Erasmus? Comment ça va se passer? Écoutez, logiquement, s'ils quittent l'Union européenne sans accord, il n'y a plus d'Erasmus. Et d'ailleurs, les universités britanniques sont très inquiètes parce qu'elles ne recevront plus de crédit de la part de l'Union européenne, notamment pour le laboratoire de recherche. Donc, des universités sont en train de délocaliser leur siège, d'ailleurs uniquement leur siège, sur le continent. Mais je voudrais revenir sur la communauté. Moi, j'ai été rencontrer la communauté française au mois de janvier. Ils sont très inquiets. Autant pour les Françaises et les Français qui reviendront, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Mais je ne suis pas certain que la réciproque soit vraie parce que, par exemple, je sais il peut y avoir trois nationalités dans une famille. Moi, j'ai des amis, ils sont britanniques, français et mexicains. Donc, ils vont prendre 3 nationalités. Quelle nationalité? Et donc, ça, c'est très important. Et certains ont reçu des courriers. Alors, il y a le statut de résident permanent, ça devrait se passer correctement, mais certains, très inquiets, ont reçu des courriers pour leur demander de préciser leur situation administrative. Alors, lorsque vous êtes française ou français installé depuis 20 ans, vous recevez un courrier du Home Office, le ministère de l'Intérieur, pour demander quel est votre statut, il y a de quoi d'être inquiet, d'autant que... Oui, puis c'est violent quand même. C'est quand même très angoissant. Oui. Vous vous rendez compte, très angoissant. Et cela rappelle le scandale de Windrush. Qu'est-ce que c'était le Windrush? Tous les gens qui sont venus des Caraïbes il y a 40 ans, 50 ans dans ce bateau qui s'appelait le Windrush. Et au bout de 50 ans, ils croyaient avoir acquis la nationalité britannique automatiquement. Certains ont perdu leur emploi, certains ont reçu des ordres de quitter le territoire britannique parce qu'ils n'étaient plus en situation régulière. Et donc certains, je lisais récemment dans la presse britannique, que cela risquerait d'arriver à des enfants, notamment d'enfants
enfants séparés qui sont repartis, qui en Pologne, qui en France, et qui pourraient, le cas échéant, ne plus recevoir de soins. Donc il y a quand même une situation extrêmement inquiétante. Vous parliez de psychologue tout à l'heure. Je crois que oui, il y a une situation traumatisante, non pas uniquement sur le plan économique, mais sur le plan psychologique et humain, tout simplement. C'était c'est un pays, quand même, le Royaume-Uni, qui a refusé la carte d'identité. Donc c'était un pays qui était où il y avait très peu de contraintes administratives, où les démarches étaient très simples. Donc c'est aussi un changement culturel de se retrouver confronté à ce système. Et par exemple, ce système de statut permanent, alors c'est un peu anecdotique pour l'instant, il est en test, mais pour pouvoir remplir son dossier, il faut un téléphone Android. Et si vous n'avez pas de téléphone Android ou si vous ne pouvez pas le faire, donc vous allez à la mairie. Mais à la mairie, vous vous dites, si je tombe sur quelqu'un, un Britannique Remainer, il va bien m'accueillir. Mais si c'est un Brexiteur, comment va-t-il m'accueillir? Donc on se pose énormément de questions. La communauté se pose énormément de questions. Pour finir, j'imagine que votre mère, vous l'avez régulièrement au téléphone. Oui. Les jours passant, là, avec ce flou augmentant, elle est dans quel état? Perdu, comme beaucoup de gens. Moi-même, je me sens perdu. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est comme si Shakespeare devait écrire une pièce où le suspense est conservé jusqu'à la fin, il aurait bien réussi celui-là. C'est là une tragicomédie qui se transforme plutôt en tragédie qu'en comédie d'ailleurs. Ça, on peut le dire. Et ce qui est encore plus tragique, peut-être pas plus tragique, mais le Royaume-Uni, qui voulait construire, soi-disant, le Global Britain en faisant le Brexit, est en train d'imploser. C'est-à-dire que l'Irlande pourrait se séparer, l'Écosse, là il y a les indépendantistes qui sont au Parlement en ce moment, qui sont en train de réclamer quasiment une indépendance. Donc le pays est en train de rétrécir. Et ça c'est très étrange. Oui. Merci beaucoup à tous les cas d'avoir participé au débat. Pour aller plus loin, votre livre, Patrick Martin-Genier, L'Europe a-t-elle un avenir? C'est chez Studirama. Voilà. Sachez qu'il sera possible de revoir le documentaire Brexit, les coulisses d'un divorce et les débats sur le site France TV. Moi, je vous donne rendez-vous le mardi 16 avril à partir de 20h50 pour un nouveau numéro du Monde en face. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5. Bonsoir.